Bonjour et bienvenue à cette réunion. On va attendre quelques instants que les personnes nous rejoignent. Bonjour, bonjour. Manuel, tu peux peut-être partager déjà la présentation. Est-ce qu'on est bon? Oui, Merveilleux. On laisse un petit peu de temps à tout le monde d'arriver. voilà, les personnes arrivent. On va démarrer dans une minute. Donc tout le monde arrive à se connecter, même si très facile en l'occurrence. Voilà, ben, je vous propose de démarrer ce webinaire. Bonjour à tous. Je vous souhaite donc la bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par la CCI Alsace Eurométropole. Je suis Marc Librich, conseiller au numérique à la CCI, à Schiltigheim, et j'ai donc le plaisir d'orchestrer aujourd'hui ce webinaire qui est intitulé «Facilitez votre gestion financière et prenez le contrôle sur votre trésorerie grâce au numérique». Et pour cela, nous avons donc, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuel Moussu, qui dirige l'entreprise de Digitalsas et qui va donc se présenter dans un instant. Donc, je vous rappelle le déroulement de ce webinaire. Emmanuel va donc faire une présentation d'une durée de 30 à 40 minutes environ. Et puis ensuite, on aura une période où vous pourrez poser des questions. Donc pour cela, n'hésitez pas à utiliser le chat, l'espace de dialogue intégré à Teams, ou bien l'espace questions-réponses. Et voilà, vers la fin du webinaire, on peut également interagir directement. Donc, il suffit de lever la main et on pourra activer votre micro. Je vous rappelle également que cette session est enregistrée et qu'elle sera donc disponible ultérieurement en replay sur la chaîne YouTube de la CCI, mais également sur le site internet buzzandbuzz.alsace. Voilà, donc je laisse maintenant la parole à Emmanuel et bon webinaire à tous. Merci Marc. Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux aujourd'hui. On va effectivement parler d'un sujet qui intéresse toutes les entreprises, c'est la partie de la gestion financière et comment le numérique peut vous aider à vous faciliter ces tâches et à prendre le contrôle finalement sur votre trésorerie au quotidien. Donc, en 2 mots, je me présente, Emmanuel. Moi, je suis fondateur de Digitalsas, entreprise fondée il y a un peu plus de 5 ans. Ça fait 20 ans que, j'œuvre dans la gestion documentaire. Il y a la dématérialisation, la digitalisation, voilà. Chez Digitalsas, on intègre, des solutions, que je dis prosaïques, surtout aujourd'hui, de type, système d'impression, téléphonie, accès internet, tout ce qui a trait à la gestion de l'information au sens large et des solutions digitales de type, GED, de type gestion, vraiment financière, de type ERP, toutes, en lien avec un des sujets qu'on va voir aujourd'hui, qui est la réforme de la facturation électronique. L'agenda du jour.
Premièrement, on va s'atteler à se dire ce dont on parle quand on parle de gestion financière et quel est finalement l'impact de l'administratif dans la vie d'un chef d'une petite entreprise. Deuxièmement, on parlera, parce que c'est quand même un sujet qui va arriver assez vite maintenant et qui est lié à toutes les problématiques digitales, de la réforme de la facture électronique. Alors, on ne fera pas toute la réforme dans tous les détails, hein, un bon webinaire est largement nécessaire pour ça, dédié, mais on verra les points principaux et puis on s'attellera à voir en quoi la digitalisation est une opportunité par rapport à tous ces sujets pour vous faciliter la vie finalement au quotidien. OK? Je vous propose de commencer par un petit sondage que je vais laisser Marc lancer techniquement, qui est de savoir combien de temps vous passez-vous personnellement, patron, si vous êtes patron, si vous ne l'êtes pas, vous avez le droit de participer au sondage malgré tout, à la gestion des tâches administratives. Donc combien d'heures vous passez par semaine pour gérer vos tâches administratives. Donc, normalement, vous devez avoir un petit pop-up qui vous Voilà, tout à permet fait. de Vous avez en répondre. principe un pop-up qui apparaît et vous pouvez envoyer la réponse directement. Alors, si c'est comme ce que je vois à l'écran, il y a un petit slide. Si vous faites plus de 6 heures par semaine, vous pouvez descendre pour aller chercher les 8 heures et plus de 8 heures. On comparera vos résultats avec les résultats d'une enquête qui a été faite auprès par le syndicat des indépendants et des TPE il y a 2 ans maintenant. C'est pas très vieux comme données. C'était la même question, ça serait intéressant de regarder si on est dans le scope moyen ou pas. Voilà. Donc Voilà. là, vous pouvez encore répondre si vous voyez l'écran s'afficher. En tout cas, là, la tendance, c'est 2 à 3 heures par semaine qui, OK, euh, qui sont les réponses qui ressortent. qui prévaut? Oui, Ça marche. Alors le fameux sondage qui avait été, réalisé, donnait, des temps encore plus prononcés, hein. C'est-à-dire qu'on avait un pool effectivement autour entre les 2, 4 heures par semaine, qui couvrait, une quarantaine, de pourcents, des répondants, mais on avait un pool aussi au-delà de 8 heures par semaine, qui était aussi pas loin des 40 des répondants, donc 40 des patrons, hein, qui passent, 8 heures ou plus par semaine pour gérer des tâches administratives. OK. Donc c'est dans tous les cas un temps qui est pas spécialement productif au sens, produire de la richesse, pour l'entreprise, qui est accaparé, par des tâches, répétitives et récurrentes. Alors, parmi ces tâches, si, je continue sur les résultats qui étaient donnés dans cette enquête, on leur demandait quelles étaient les tâches qui étaient réalisées pour tout ou partie en interne. Alors vous allez voir, les résultats sont pas, comment dire? Étonnants, mais c'est toujours intéressant de les regarder dans l'ordre décroissant. La première tâche qui est réalisée le plus en interne, ce sont les devis. C'est normal, c'est lié au métier, on fait ses devis, ses propres devis, a fortiori dans les petites structures, soi-même, en tout cas dans la société. La deuxième partie, c'est la facturation, c'est un peu le corollaire et le pendant, hein, c'est qu'on facture ses clients directement, on ne va pas externaliser cette tâche-là. La troisième, c'est la gestion des litiges qui découlent logiquement de tout ça. Et la quatrième, qui peut être un peu plus surprenante, c'est la comptabilité. C'est-à-dire qu'on a toujours l'impression que la compta, c'est fait à l'extérieur et c'est délégué à un expert comptable et qu'en fait, personne ne fait rien en interne. La réalité, c'est que pour 76 des très petites entreprises, eh ben, ils passent du temps sur la compta, hein. Alors, ils sont peut-être pas dans le logiciel de compta à proprement parler et cetera, mais ça leur prend du temps en interne et c'est vraiment les 4 points qui ressortent et qui sont chronophages aujourd'hui, pour les entreprises. On pourra en discuter après, si vous avez des remarques par rapport à ça. Mais je pense que c'est ce que vous constatez également, chez vous. Alors, de quoi on va parler quand on parle de gestion financière?
On aurait pu parler de ça. Mais en fait, non. Parce que je ne suis pas expert comptable et que ce n'est pas du tout l'objet aujourd'hui. Nous, on va parler de votre quotidien au sein d'une entreprise et on va parler de vos achats, de vos ventes, de vos flux financiers qui sont traduits par la banque. On va parler un peu de comptabilité. Voilà de quoi on va parler. On va parler de trésorerie, ce genre de choses, hein, mais vraiment par rapport principalement à un niveau simple, compréhensible par tout le monde. À ce stade, je vais vous faire un petit point sur la réforme de la facture électronique parce que c'est important à comprendre pour bien se projeter dans ce qui nous attend tous collectivement. Alors, je vais tout de suite faire un point d'entrée sur la réforme de la facture électronique. S'il y en a encore parmi vous qui pensent que ça va être reporté, il y en a qui ont essayé là, hein, au niveau du Sénat. Je pense que c'est non. Voilà, je vous le dis tout de go. Toutes les structures sont en train de travailler au niveau de l'État pour mettre en place cette réforme de la facture électronique. Les acteurs privés ont mis des millions et des millions sur les tables, chacun les leurs. Je pense que ça ne sera absolument pas reporté. Petit deuxième sondage sur cette réforme. Comment êtes-vous à l'aise avec le sujet? Telle est la question. Et donc, petit 1, vous pensez que vous maîtrisez le sujet. Je ne dis pas que vous êtes expert, hein, vous êtes à l'aise avec le sujet. Petit 2, vous pensez avoir compris, pas certains dans le détail, mais bon, globalement, ça va. Vous avez quelques notions, c'est le choix 3. Vous n'y comprenez rien du tout, c'est le choix 4. Et petit 5, vous pensez que c'est juste pas votre sujet, mais celui de quelqu'un d'autre, votre expert comptable, peut-être, votre banquier, le mien, que sais-je. Voilà. Voilà, le sondage est ouvert. Vous avez en principe un pop-up qui s'est affiché. Vous pouvez donc cocher une de ces réponses et cliquer sur envoyer. Comme je ne vois pas les réponses, je te laisse, Marc. Il n'y en a pas pour le moment. Ah, la question n'a pas inspiré. Vous n'êtes pas fliqué, hein, vous pouvez y aller. Oui, oui. On n'a pas les noms. Non. Ah, Delphine nous dit qu'il y a Alors, 5 réponses. voilà, ça y est, ça répond. OK. Alors, je vais pouvoir afficher les réponses. En tout cas. Voilà. Alors, une majorité, j'ai quelques notions. 33%, je pense avoir compris, et 17%, je n'y comprends rien. C'est bien, il n'y a Voilà. Et il y a personne eu qui s'est 6 positionné réponses. dans les extrêmes. Voilà. Donc il n'y a personne Ok, qui est à fond, qui connaît tout, et personne qui pense que ça ne les concerne pas. c'est plutôt rassurant. Pensez Voilà, que vous tout n'êtes à pas fait. concerné, ça serait un peu problématique. Pensez que vous maîtrisez le sujet, faut vraiment s'être bien penché dedans à mon avis, mais bon, Mmh. on ne sait jamais. Donc, point sur les essentiels de cette réforme. Premier point extrêmement important, toutes les entreprises françaises assujetties, je ne vais pas dire redevables, vous pouvez ne pas être redevable de TVA et être assujetti à la TVA, sont concernées. Micro-entreprises, TPE, PME, PMI et au-delà. D'accord? Tout le monde. À de très très rares exceptions sur de la formation, de l'enseignement, etc. Bref, globalement, si vous étiez pas concerné, je pense que vous seriez déjà au courant, si vous étiez dans toutes ces toutes petites exceptions. Le timing, hyper important, c'est septembre 2026. Je sais, je l'ai marqué un peu gros. C'est septembre 2026 en réception pour tout le monde. Donc il faut être prêt en septembre 2026.
en émission pour les grandes entreprises, les ETI, septembre 2026, parce que pour pouvoir recevoir, il faut bien qu'il y en ait qui émettent des factures, donc Orange, Bouygues, tout ça, là, et d'autres. Et c'est septembre 2027 en émission. Je vous l'ai mis un tout petit peu en clairsemé en bas, parce que finalement, de toute façon, il faut être prêt en 2026. Et voilà, la question, elle est vite répondue, comme on dit parfois. Pourquoi il faut anticiper la réforme? Il y a 2 risques assez évidents, mais qui est pas mauvais de rappeler. Le premier, c'est que vous risquez, dans l'ordre, de ne pas recevoir les factures de vos fournisseurs. Pas très confortable, hein, voilà. Et puis 1 an après, vous risquez de ne pas être en mesure d'envoyer vos propres factures à vos clients. Ou de voir ces factures refusées, non pas même pas par vos clients, mais directement par le système qui, s'il voit des factures non conformes, va les refuser. Ça, c'est la raison pour laquelle il faut être prêt à temps. Et pourquoi il faut anticiper? Parce que la réforme, vous allez voir juste après, et vous l'avez peut-être déjà compris, n'est pas si complexe, mais elle n'est pas si simple non plus, et ça vaut le coup de s'y attarder un peu. Donc, si on parle un peu de la réforme, cette réforme, elle a 2 jambes. D'accord. Elle a la partie e-invoicing, pardon, c'est les termes, retenus, hein, ils sont, très anglais, mais voilà. Le e-invoicing, c'est la facture électronique telle que vous pouvez vous l'imaginer ou vous l'avez comprise. Le e-reporting, on le verra, c'est son complément. Donc le e-invoicing, ça concerne toutes les transactions entre entreprises, hein, c'est le B2B pour ceux qui ne sont pas familiers, en France. D'accord? Donc ça ne concerne pas les transactions avec les particuliers, ça ne concerne pas les transactions à l'international et ça ne concerne pas les transactions avec les organismes publics qui continueront à s'opérer via Chorus. OK? Donc si je reviens sur le e-invoicing, transactions entre entreprises en France, vous avez plusieurs nouveautés. Vous avez une première nouveauté qui est le format de la facture. Les factures PDF, c'est terminé. Tout go, hein, c'est pour bien que ça rentre. Le PDF, c'est fini, je le répète. Le nouveau format, il y en a 3, je vais vous parler que de celui-là, c'est celui qui va être de toute façon utilisé au maximum, c'est le format facture X. Donc le format facture X, concrètement, je ne vais pas vous perdre, mais c'est un fichier PDF avec un complément qui sont ce qu'on appelle des données structurées, c'est-à-dire vous avez un petit fichier informatique qui est lié dans le PDF et dans lequel est écrit l'émetteur de la facture à telle sirène, il est à telle adresse, sa raison sociale c'est nanana, etc., etc. Le client c'est telle sirène, telle adresse, montant hors taxe, montant de TVA évidemment, montant TTC, date de la facture, date d'échéance, etc. Tout ça est décrit très précisément dans des lignes informatiques liées à la facture. Donc vous avez un visuel et ces lignes. C'est déjà la première contrainte, il va falloir générer ces nouveaux formats de facture. Deuxième contrainte importante, vous allez avoir des nouvelles données qui vont être obligatoires. C'est quoi ces nouvelles données? C'est très notamment, alors déjà, il y a toutes les données qui sont déjà obligatoires, pardon, mais je vais quand même le rappeler, toutes les données qui sont déjà obligatoires dans la facture, qui n'y sont pas toujours au jour d'aujourd'hui, mais bon, votre client en face, il accepte quand même, c'est payé, tout ça, tout va bien. Demain, ça ne va pas passer dans les systèmes. Faut bien comprendre ça, hein. De même que si vous avez un hors taxe plus un montant de TVA qui fait pas pile poil le TTC à la virgule près parce que vous avez des TVA et par ligne et des arrondis et hop, ça passera pas. Voilà. Les nouvelles données, c'est, il y a notamment une donnée qui consiste à décrire si, la facture concerne uniquement du matériel, uniquement de la prestation de service ou un mix des 2. Ça, c'est une donnée qui va devoir figurer sur la facture et dans le petit, fichier informatique du Facturix. Il va falloir mentionner l'adresse de livraison si elle est différente de l'adresse de facturation de la raison sociale à laquelle vous écrivez, vous envoyez la facture. Il faut des sirènes, il faut des codes pays et cetera. Bref, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles il faut se conformer. Ça, c'est la partie contenu de la facture. Si on parle du chemin, on n'enverra plus de facture par mail.
Pas plus que par courrier, pas plus que par pigeon voyageur. On va envoyer des factures au travers des plateformes de dématérialisation partenaires, PDP. Peut-être, probablement, vous avez déjà entendu ce sigle. Il y en a plus de 80 aujourd'hui qui sont préaccrédités. Il faudra choisir sa PDP. C'est un des essentiels de la réforme, mais voilà, il ne faut pas juste se dire il suffit de choisir une PDP et tout va bien, ça va un petit peu plus loin que ça. Il faudra transmettre des statuts, c'est-à-dire pouvoir dire bah, cette facture, je l'ai bien réceptionnée, cette facture, je l'ai refusée, cette facture, je l'ai payée, cette facture m'a été payée, c'est les fameux rapports de paiement qui sont dessus. Tous ces statuts devront être remontés aux fameuses PDP, plateformes de dématérialisation partenaires. OK. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de sujets à creuser. Je n'ai pas évoqué ici ce qu'on appelle les cas d'usage, c'est-à-dire qu'en fait, on s'imagine toujours un peu qu'une facture, elle part de nous, elle va à notre client, il y en a pour 1 000 € et notre client nous paye 1 000 €. Sauf qu'en réalité, il y a plein d'autres cas que cela, hein, tout ce qui est co-traitance, sous-traitance, affacturage, le e-commerce, ça se passe un peu différemment, et cetera, et cetera. L'assurance qui a pris en charge une partie de la facture et donc il y a un tiers qui intervient. Donc il y a un certain nombre de cas d'usage qui peuvent être plus ou moins compliqués à gérer, et il faut se pencher dessus. Il y a une question concernant les DPD. Est-ce qu'elles seront gratuites d'accès? Non. Ok, c'est clair. Ça, j'étais clair? Oui. L'ordre des experts comptables a laissé penser, alors je dis l'ordre, c'est peut-être pas tout à fait l'ordre, mais enfin, certains candidats pour la présidence à l'ordre des experts comptables, c'est peut-être un peu plus comme ça qu'il faut le comprendre, mais on ne sait pas bien, Mhm. ont laissé penser qu'ils allaient développer un outil gratuit, au moins sur un scope restreint. Après les élections, hein, ils ont dit que finalement non. Donc il y aura toujours un coût. Ce coût, il est pas forcément. Il y a des offres qui sont adaptées aux très très petites structures, aux TPE, aux PME, etc. Mais il y aura toujours un coût. Ne serait-ce que parce que l'accréditation coûte des centaines de milliers, voire des millions d'euros pour être immatriculé plateforme de dématérialisation partenaire, parce que c'est une accréditation qui est donnée par l'État. Mhm. Et donc il y a des dossiers, des tests, etc. Ok. Deuxième jambe de la réforme, c'est la partie e-reporting. Donc en fait, il faut bien comprendre que l'objectif de l'État, c'est d'avoir une vue intégrale sur les échanges et la TVA. Donc si on se concentre uniquement sur le B2B en France, ben, on n'a pas une vue exhaustive de la TVA, il manque tout un pan. Donc on va demander aux entreprises de remonter leurs transactions qu'elles effectuent par ailleurs, avec les particuliers ou à l'international. Et quand on dit remonter les transactions, bah, ça veut dire faire un rapport de toutes les transactions effectuées, de toutes les factures, de tous les tickets Z si vous avez des logiciels de caisse, et de tous les paiements par la suite effectués, ce à une fréquence qui est 3 fois celle de votre régime de TVA. Donc si vous êtes en mensuel, c'est tous les 10 jours, si vous êtes en trimestriel, c'est tous les mois. Voilà, donc vous comprenez bien là que si vous n'avez pas des outils derrière qui vous permettent un peu de vous faciliter les choses, ça va être compliqué. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a des outils qui vont vous permettre de faciliter les choses. Voilà. Donc je le rappelle, c'est pas une erreur, Marc. Je le rappelle, septembre 2026. On est en fin avril 2025. Il reste un peu plus d'1 an. C'est le moment. Voilà. Cette réforme, en gros, bah, soit on considère que c'est une contrainte, un risque, enfin bref, on prend ça un peu, pas très à l'aise, soit on se dit: «Purée, il faut quand même que je m'y mette, quoi». Et moi, ce que je vous propose, c'est de vous mettre dans cette posture et de vous dire: «Là, il faut que j'y aille, il faut que je me mette au digital parce que c'est le moment, de toute façon, je ne vais pas avoir le choix et c'est le moment de le faire de la meilleure façon». Pas de le subir, mais d'être acteur de la chose pour mettre en place les bonnes solutions qui vont vous permettre de mieux travailler demain et pas juste d'être conforme à la réforme de la facture électronique. C'est ce que j'appelle l'opportunité de la digitalisation. Alors,
C'est quoi l'avantage de passer au digital de manière très générale, hein, et un peu quand même dans le scope de ce qu'on veut se dire sur la gestion financière? C'est d'accélérer et de fiabiliser déjà le traitement des tâches récurrentes et chronophages. On va y revenir, mais enfin, voilà. On en a parlé tout à l'heure avec la partie sondage, le temps passé dans tout ça, il y a pas mal de choses qui peuvent être facilement optimisées. Le deuxième point, c'est d'offrir une vision temps réel des finances, des échanges, et cetera. Je dis bien temps réel, global, interconnecté de tout ça. Et le troisième point, qui est plus une vision moyen-termiste pour le coup, c'est de pouvoir capitaliser sur les données. Parce que finalement, informatiser tous les flux financiers dans leur globalité, c'est avoir des données sur sa propre entreprise, c'est d'avoir vos données à disposition pour pouvoir les analyser, les utiliser de différentes manières. Donc, point 1, comment on va accélérer, fiabiliser le traitement des tâches récurrentes? Revoyons les flux dont on parlait tout à l'heure. Si on parle d'achat, bah, pour faire un achat, je vais demander des prix plus ou moins formellement, je vais faire une commande. Alors, plus ou moins formellement, je rappelle quand même ici qu'il existe un élément en France qui s'appelle une norme, la piste d'audit fiable, qui est une obligation pour toutes les entreprises, qui consiste à dire que pour chaque facture reçue ou émise, vous devez avoir l'ensemble des éléments qui prouvent que cette facture a raison d'être. Et l'ensemble de ces éléments, c'est la commande et le bon de livraison. Et qu'en cas de contrôle, vous devez être capable, pour chaque facture, de fournir le BL, la commande, qui s'y rapporte. Donc l'émission d'une commande, réception de la marchandise, réception d'un bon de livraison. Et éventuellement, là, il y a une petite partie de gestion de stock qui pourrait intervenir. Et puis après, vous allez recevoir la facture. Donc, qu'est-ce qui se passe dans la vraie vie? Bah, faut émettre des commandes. Les BL, faut les scanner, faut les ranger. Je vais le ranger dans un répertoire. Pour ça, je vais peut-être le nommer. Dans quel répertoire je vais le mettre? Celui du fournisseur, et cetera, machin. C'est compliqué. Les factures, c'est pareil. Je les reçois, il faut que je les ressorte de l'email ou il faut que je les scanne, il faut que j'aille les ranger, il faut que j'aille les renommer. Tout ça, ça prend du temps. Ça n'a pas l'air comme ça, mais quand on y réfléchit, on y passe du temps. Et puis cette facture, bah, faudrait que je la contrôle par rapport à ce BL, il faut que je ressorte le BL, que je regarde, et cetera. Ou que quelqu'un d'autre la contrôle peut-être, selon la taille de la structure. Et puis à un moment donné, bah, il va falloir les payer, ces factures. Et à nouveau, temps, prendre ces factures, quand est-ce que je dois la payer, je la paye, je vais sur ma banque en ligne, je vais faire un virement, et cetera, et cetera. Et vous vivez le même pendant pour les ventes. Vous faites des devis, vous avez un logiciel pour faire les devis, il est très bien, il vous fait tout seul. C'est possible, vous faites des devis, plus, manuels sur Excel et cetera et donc là, vous saisissez des lignes, vous saisissez un client et cetera et cetera. Ce devis, bah, après vous l'envoyez, hop, je le mets dans un mail: «Bonjour, nin le devis, ah, mon téléphone a sonné», hop et puis je reviens et cetera. Hop, 10 minutes en fait pour faire le devis. Je faisais quoi déjà? Hop, juste pour l'envoyer. Ce devis, mon client, il le reçoit, bah, il faut qu'il l'accepte. Comment il fait pour l'accepter aujourd'hui? Il vous appelle, il vous dit: «Ouais, OK, c'est bon». Vous avez pas de trace. Il vous le signe, il vous le renvoie par courrier, au secours. Il vous le signe et vous envoie par scan, aucune valeur juridique. Voilà. Après, bah, vous faites votre prestation, tout va bien, puis après vient le moment où il faut facturer. Ah, comment je fais pour passer du devis à la facture? Bon, si j'ai un logiciel tout fait, tout en un, c'est super. Si c'est pas le cas aujourd'hui, je ressaisis une facture, hop, à la mano, dans Excel, dans un logiciel de compta, ça dépend de votre organisation. Et puis après, il faut que je m'assure que cette facture soit payée. Comment je fais pour contrôler que mes factures, elles sont payées en temps réel? Comment je fais pour fournir des moyens à mon client de me payer facilement, et cetera. Donc voilà les flux que vous avez, pour pas prendre de termes péjoratifs, et que nous avons tous dans nos entreprises au jour d'aujourd'hui. Avec, lié à tout ça, la banque, puisque bien évidemment les flux financiers passent au niveau des relevés bancaires, et la partie
qu'on appelle pré-comptabilité, hein, qui est un peu ce qui est fait en interne dans les entreprises au niveau de la compta avant que ça passe chez l'expert. Alors si on regarde comment on peut optimiser tout ça avec le digital, ça c'est le schéma en gros de ce que je viens de vous dire sur la vente. Et en gros, ce que vous voyez ici, c'est que en jaune, c'est ce que l'outil va faire à peu près tout seul. Et en vert, c'est là où vous intervenez. Bon, j'aurais pu mettre une petite balise verte sur le bas, mais on va le revoir ensemble. Demain, si vous êtes digitalisé, le devis, c'est vous qui le faites, hein. Oui, ça ne changera pas. Par contre, vous aurez potentiellement une base produit avec des taux de TVA qui sont liés de manière automatique. Cette base produit, elle est souple, hein. Les outils aujourd'hui, a fortiori pour les TPE, PME, c'est pas SAP, hein, qu'on soit clair, hein, si ça vous parle. C'est des outils, vous avez une base produit et vous vendez des poutres, je sais pas, de 10 mètres de long, sur une section de 40 par 40. C'est le produit que vous avez en base et puis ce jour-là, vous la vendez, mais elle fait que 8 mètres. Bah, à la volée, vous marquez 8 mètres. Voilà, c'est pas un problème. Il faut pas retourner dans une barre d'articles pour non, non, c'est simple et c'est très réactif. Par contre, bah, vous faites un devis tout picobello, toujours avec vos conditions générales, qui se présente proprement, qui est 50 articles ou 10, vous n'avez pas de problème de saut de page, le client, toutes les données viennent toutes seules parce qu'il est en base, et cetera, et cetera. Cerise sur le gâteau, bah, quand ce devis, vous faites « OK, ce devis, pour moi, il est bon », bah, il part tout seul chez le client. Vous ne retournez pas dans un mail, pièce jointe, monsieur, veuillez trouver ci-joint votre devis. Hop, le devis, il part. Tant qu'il n'est pas accepté, si vous l'avez décidé, on va pouvoir envoyer automatiquement des rappels au client. Monsieur le client, bah, ça fait 10 jours que vous avez eu un devis, 15 jours, un mois, et cetera. Permet de vous rappeler que ce devis est toujours valide, nanana. Derrière, on en vient à l'acceptation. Aujourd'hui, avec le digital, on s'est envoyé un devis avec des boutons pour que le client puisse valider le devis directement en ligne d'après ce qu'il reçoit. Et là, vous avez aussi un gain de temps. Il va pouvoir, si vous le souhaitez, vous allez pouvoir lui demander le paiement d'un acompte directement à la validation du devis. Pas de ah oui, vous avez validé, mais attendez, il faut payer un acompte, nanana. Hop, c'est fait. Et donc derrière, on va passer à la génération de la facture. Je suis dans un outil qui va passer directement du devis à la facture. Alors j'ai laissé en vert, pourquoi? Parce qu'une facture, de toute façon, on la relie. Et puis d'autre part, il peut y avoir certains ajustements entre le devis, la prestation, l'échange avec le client et la facture qu'on va envoyer. Mais voilà, reste que ça va être très, très automatisé et que je vais pouvoir générer une facture pleine, totale du devis, une facture d'acompte si, j'ai demandé un acompte, le facture de solde si j'ai fait le solde ou une facture récurrente si je fais de la facturation récurrente et des factures conformes. Je parle de ma réforme, la facturation électronique. Ces outils vont bien évidemment générer des factures au format FactureX avec les données nécessaires pour être compatibles avec la réforme de la facture électronique. OK? J'envoie cette facture, j'ai la problématique du paiement. Au jour d'aujourd'hui, j'envoie une facture et puis j'attends que ça vienne. Dans le digital, vous allez pouvoir envoyer des factures avec des possibilités de paiement facilitées. Si c'est du virement, vous pouvez envoyer un lien de paiement par virement. Alors si vous ne voyez pas exactement ce que c'est, je vous invite à faire un don au Restaurant du Cœur. Au Resto du Cœur, pardon, c'est exactement le moyen qu'ils utilisent. Vous allez sur leur site, vous faites un don, 250 €. On vous envoie choisir votre banque, vous choisissez votre banque, vous rentrez votre login, votre mot de passe, votre virement, il est tout prêt. Pas de bénéficiaire à créer, pas de montant à mettre, pas et cetera. C'est tout prêt, vous validez et c'est payé. C'est une manière de rentrer l'argent plus rapidement. Vous pouvez offrir du paiement par carte bancaire, vous pouvez offrir du mandat de prélèvement à signer. Tout ça est possible de manière digitalisée. OK?
Je vais rentrer dans mon logiciel la partie banque, pardon. La partie banque en temps réel. C'est-à-dire qu'en temps réel, dans mon logiciel qui gère l'ensemble de mes factures, etc., je vais avoir mes lignes de banque. C'est quoi l'intérêt de ça? C'est que avec mes lignes de banque et mes factures, bah, ma solution, et moi en complément, moi utilisateur, c'est pour ça que c'est là que j'aurais dû mettre un carré vert, on va pouvoir rapprocher les deux en temps réel. Et donc, à tout moment, savoir si une facture est payée ou si elle ne l'est pas. Et à partir du moment où elle ne l'est pas, si j'approche ou si je dépasse l'échéance, en fonction du scénario que vous souhaitez, envoyer un premier appel, potentiellement un deuxième, un troisième un peu plus costaud, de manière automatique ou semi-automatisée. D'accord? À nouveau pour rentrer l'argent, hein. C'est quand même extrêmement important aujourd'hui. Mais voilà, le fait d'avoir les factures, les lignes de banque, ça permet de faire matcher les deux. Si on regarde la partie achat, qui est encore un sujet assez intéressant. Bah, aujourd'hui, vous recevez les factures, vous les rangez, etc. Demain, l'outil, même logique, hein, en jaune, en gros, c'est automatisé, en vert, vous intervenez, mais vous êtes épaulé par l'outil. Demain, un outil digital, il va récupérer vos factures automatiquement dans vos emails ou depuis un scanner. Septembre 2026, il va récupérer automatiquement toutes les factures en plus qui arrivent via les plateformes PDP. Hein, parce qu'il faut bien comprendre que ce flux PDP, c'est un flux en plus. Les factures internationales et tout, elles arrivent toujours par email, hein. Donc tout ça arrive dans le logiciel. Le logiciel, automatiquement, il va reconnaître le contenu de toutes ces factures. Qui est le fournisseur? Est-ce que c'est une facture ou un avoir? C'est quoi les dates? Quels sont les montants? Voire plus, selon vos besoins. Et donc, en fait, il va vous les classer, il va vous les organiser. Le rangement, concrètement, il se fait tout seul. Voilà. Et non seulement le rangement se fait tout seul, mais on peut même aller faire de la pré-comptabilité de manière semi-automatisée. Prendre un exemple tout simple, j'ai une facture de chez EDF, c'est systématiquement la même imputation comptable. Donc, elle sera automatisée sous votre contrôle. Si jamais il fallait la modifier, vous pourriez la modifier. Mais de base, il va dire c'est EDF, c'est le compte. Je ne l'ai pas du tout en tête, mais voilà, c'est tel compte et voilà. Et etc. etc. C'est applicable dans la vraie vie, c'est applicable sur énormément de factures en réalité. Comme pour les à-ventes, on a récupéré les lignes de banque quotidiennement de manière automatisée et donc on va pouvoir contrôler si ces factures sont payées ou pas. Si elles sont à payer, je pourrais décider d'avoir moi des rappels pour me dire: «Tu as des factures de tes fournisseurs à échéance qui ne sont pas payées et qui sont à payer manuellement, qui ne sont pas en prélèvement» et je vais également pouvoir les payer, mais je vais pouvoir les payer par lot. C'est-à-dire que je vais prendre toutes mes factures à payer par virement, j'en ai 10, je prends les 10, je fais 3 clics et j'ai payé mes 10 factures directement. Hein, plutôt que d'avoir mes 10 factures, ma banque en ligne, faire de la saisie, essayer de ne pas me tromper sur le montant, le destinataire, hop, OK, à la date d'échéance, je vais mettre la date d'échéance, hop, OK, hop, ah, le téléphone, il faut que je double valide, etc. Et vous avez passé une demi-heure pour passer 10 factures. On est d'accord? Vous êtes tous arrivés et c'est l'extase. On adore ça. Voilà. Mauvaise nouvelle, on peut peut-être faire mieux. OK? Ça, c'est vraiment les gains temps réel apportés par le digital sur vos traitements quotidiens de la paperasse. Le corollaire de ça, c'est que vous avez une vision temps réel
de vos finances. Pourquoi ? Finalement, on a toutes les données. On a vos données de vente, on a vos données fournisseurs, et donc on a un temps réel sur potentiellement les activités commerciales, si on gère aussi cette partie-là, sur les devis acceptés, pas acceptés, sur les factures pas payées, notamment, les payées, mais surtout les non payées, que ce soit de clients et que ce soit des fournisseurs, sur la banque à l'instant T, et sur tout l'historique de la banque, sur potentiellement le stock de marchandises, j'en passe et des meilleurs. Et tout ça, si on prend les activités commerciales, le savoir où on en est, ça permet de savoir où on peut actionner pour développer notre chiffre d'affaires. Si on prend les devis pas encore acceptés, c'est qu'il y a des signatures potentielles qu'il faut aller chercher. Les factures non payées, ça vous donne finalement votre trésorerie, vos mouvements de trésorerie à venir sur ces scopes-là, demain, après-demain. Hein. La banque, c'est la trésorerie à l'instant T, voilà, tout est dit. C'est quand même important de savoir où on en est exactement, là, maintenant. Si on regarde les corollaires, qui vont un peu plus loin, le stock de marchandises, c'est aussi un besoin potentiel en achat. Vous avez plus de vendez des chaussures, vous avez plus de chaussures, en taille 38 et ça se vend beaucoup, il va falloir en acheter. En revanche, en taille 39, vous en avez 15, je sais pas, faut peut-être les mettre en promo. Bon, les promos sur la taille 39, j'ai rarement vu, mais il y a peut-être quelque chose à faire à ce niveau-là, et cetera. Cette vision temps réel et l'historique de tout ça, ça va vous permettre de capitaliser sur vos données. Avoir une vue historisée sur toutes ces activités commerciales, ça permet d'avoir des axes d'amélioration. Sur les devis signés, les devis qui ont jamais été acceptés, ça permet de savoir où ça marche pas, avec quel client, avec quelle typologie de client, avec quel secteur, voilà, il y a beaucoup de sujets possibles, mais ça donne de la matière à. J'ouvre juste une parenthèse parce que c'est important. Capitaliser sur les données, ça peut paraître un peu abstrait. Je vais juste vous donner un seul exemple. Tout le monde connaît Google. Google vit, et on le sait tous, de nos données. Parce que justement, eux, ils capitalisent, alors non seulement sur les leurs, mais sur les nôtres. Mais c'est pour vous dire la richesse que représentent les données. Alors les vôtres, c'est déjà un premier point de départ, et il faut les utiliser. Les factures qui sont payées en retard, les délais de paiement, et cetera, ça vous donne tout de suite les bons et les mauvais payeurs. Les mouvements de trésorerie historisés, ça vous permet de mieux anticiper l'avenir, forcément. Les stocks de marchandises, ça vous donne une vision plus claire sur, pareil, leur évolution et sur comment vous allez pouvoir mieux le gérer demain, et cetera. Si on regarde ça de manière un petit peu plus concret, à quoi ça peut ressembler de se dire: «Mon outil, il me permet d'avoir une vue sur mes flux de trésorerie et d'anticiper la suite». En fait, dans mon outil, si je me place là au 24 avril, je vais savoir combien j'ai de trésorerie au jour d'aujourd'hui, c'est le chiffre que j'ai mis ici. Je vais savoir quelles sont les entrées que j'attends dans les mois prochains. Mes entrées sûres et certaines, ça c'est ce qui est vendu, que je vais facturer, ou dont les factures arrivent à échéance, plus exactement au mois de mai et au mois de juin. Et puis je vais pouvoir ajouter, au travers de ce qu'on va appeler un scénario, finalement les devis signés, les devis que je pense signés par rapport à l'activité 2, et cetera, et je vais pouvoir faire le même travail au niveau des sorties. Donc il y a des sorties qui sont plutôt fixes, j'ai des loyers, des charges pour mes bureaux, pour de l'informatique, pour et cetera, pour mes rémunérations, du personnel, pour, un abonnement marketing de site web, de que sais-je, une presta, chez quelqu'un. J'ai des achats chez mes fournisseurs, ça c'est sûrement plus, forcément,
plus variables, ben, je sais déjà ceux qui sont certains. J'ai des factures fournisseurs pour mai et à échéance pour mai, à échéance pour juin que je n'ai pas encore payé et que je vais devoir payer. Ça, c'est du certain. Et puis, eh ben, je vais pouvoir anticiper, d'après, les années précédentes et cetera, les, factures à venir pour les mois suivants et potentiellement, dans ce genre de tableau, bah, ça me donne une vue sur ma trésorerie disponible. Pourrais me dire: «Ah bah, compte tenu de tout ça et cetera, là, j'ai une campagne marketing qui m'est proposée, je la trouve un peu chère, mais bon, c'est vrai que ça peut quand même apporter quelque chose. Est-ce que ça peut aller ou pas?» Bah, là, je vais pouvoir savoir si je peux le passer ou pas le passer. Si c'est l'outil qui va me permettre de savoir ça et de pouvoir me poser tranquillement pour, me projeter sur, la trésorerie de mon entreprise et beaucoup mieux piloter finalement, ces différents flux financiers. OK? Ok, Je crois qu'on a fini. voilà. Merci beaucoup. Euh, alors, si vous avez des questions, ben, vous pouvez intervenir. Moi, j'aurais une question. En fait, dans les derniers schémas qu'on a vus, ça parlait beaucoup d'entreprises qui fonctionnaient avec des devis, mais il y a aussi beaucoup d'entreprises qui n'ont pas ce fonctionnement-là, notamment dans le commerce, dans cette prestation de services, le service à la personne ou autre, où en fait on vend des prestations directement sans faire des devis. Donc, est-ce que ça change sur ce que vous nous avez présenté? Et ben, ce que ça change concrètement, c'est que, effectivement la facture est réalisée, directement, auquel cas, on n'a pas de gain à attendre, de passage du devis, de la validation du devis et cetera. Par contre, on a du gain à attendre, en termes, de process sur la génération de la facture et sur, les capacités de paiement qu'on va pouvoir avoir derrière. J'ai élargi le sujet au-delà de la gestion financière. Il y a aussi des gains sur le suivi, de ces prestations, le temps de prestation, sur, l'organisation de ces prestations et de planning et cetera, en fonction des structures où on peut avoir des sujets à ces niveaux-là. Après, la conformité à la réforme de la facture électronique reste de mise, Ok. pour le coup. Et quels sont le type de logiciels qui permettent de faire cette gestion financière numérisée? Alors, il y a différents types de logiciels pour le coup, mais celui qui vraiment, si on se concentre sur la gestion financière, vous avez des logiciels aujourd'hui, qui sont, bah, justement des logiciels à la fois de facturation, de dématérialisation et de gestion financière. C'est un peu en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la réforme de la facturation électronique a créé une aspiration et la naissance de ce qu'on appelle de nouveaux players pour, continuer les termes anglais, dans, des solutions digitales à destination de, ce marché de la, TPE-PME qui finalement est le plus important en nombre, et qui était plutôt mal couvert par les outils, classiques. Ou alors des outils assez chers, qui enfin bref, dans tous les cas qui n'étaient pas très adaptés et donc il y a des solutions aujourd'hui qui permettent de traiter, des cas relativement simples, mais de manière très, très, intégrée et très efficace. Ok. Dans Voilà. une question par rapport au logiciel de Patrick. Pour une micro-entreprise, ces coûts, pardon, donc pour une micro-entreprise, ces coûts ont un impact non négligeable. Avez-vous des références de logiciels recommandés et un coût approximatif? Alors nous, si on parle de micro-entreprise, nous on intègre une solution qui s'appelle iPadDat, qui commence à 50 € par mois, hein. Dans le coût dans lequel est intégré tout le traitement des factures fournisseurs, des factures clients et la conformité à la réforme de la facturation électronique. Vous avez d'autres logiciels, concurrents, type Penny par exemple, type, il y en a foison, je les ai plus tous Time, et cetera, qui ont des coûts variables que je connais pas par cœur, mais qui sont tous plus ou moins dans ces eaux-là. Voilà.
Il y a un coût. Je ne sais pas si 50 €, ça vous paraît élevé ou pas. Moi, j'ai tendance à penser que 50 € par mois pour gagner ne serait-ce que 3 heures par semaine, si on reprend les chiffres qu'on a vus là. Passer 3 heures sur l'administratif et en passer plus qu'une et se prendre 2 heures de plus pour faire des choses nettement plus à valeur ajoutée, je pense que ça vaut largement le coup quand on est patron d'entreprise. Mmh. Oui, oui, oui. Donc 50 €, c'est une solution, qui est vraiment dédiée. La question était Mmh. micro-entreprise. Après, il y a des solutions plus chères si on monte un peu, mais voilà. Et encore une question, est-ce qu'on est bien d'accord que cela ne concerne que les transactions B2B et non B2C? Donc est-ce que ça concerne que les transactions, les factures qu'on va faire d'une entreprise à une entreprise, ou est-ce que ça concerne également une entreprise qui va facturer ou qui va vendre directement à des particuliers? Alors, on va essayer d'être précis sur le sujet. La partie e-invoicing, je suppose que la question se rapporte à la réforme de la facturation électronique. La partie e-invoicing, donc le fait de générer des factures au format Facturix avec, les données qui vont bien et tout, ça concerne le B2B et uniquement le B2B. En revanche, toute la partie B2C, et donc les échanges avec les particuliers, va être concernée par la réforme au niveau du e-reporting. OK. Et il faudra quand même remonter ces données au niveau e-reporting pour que, elles soient, portées à la connaissance de la DGFiP et compagnie. Et comme vous le disiez, c'est un rythme 3 fois plus élevé que, la déclaration de TVA. C'est ça, Donc si je déclare ma TVA tous les mois, je vais devoir faire un e-reporting tous les 10 jours. exactement, OK, d'accord, merci. exactement. Très bien. Donc je voulais aussi, apporter de l'information sur les aides, au digital puisque la l'Eurométropole de Strasbourg et la région Grand Est, proposent des dispositifs pour aider les entreprises, dans leur développement, numérique et ça peut intégrer les questions aussi liées à la digitalisation. Donc on a, sur notre site internet, des informations sur le sujet. Je vous mets le lien, dans l'espace de dialogue et puis on est aussi à votre disposition pour répondre à vos questions à ce sujet. Et puis je vous indique également notre site internet, le site, Biz and Buzz, qui est donc le site, du Festival du numérique qui aura lieu à nouveau en Alsace, au mois d'octobre, du 14 au 16 octobre. Et puis c'est également un site internet sur lequel vous retrouvez des articles, les replays de webinaires et beaucoup d'informations sur ce qui touche, au numérique. Ça marche. Voilà, Merci Marc. hem, Si certains d'entre vous ont des questions, vous avez mes coordonnées, vous pouvez me contacter sans problème. voilà, Je suis tout là à pour fait. ça. Bah, il me reste, encore à vous annoncer donc notre, prochain webinaire qui aura donc lieu le jeudi 15 mai à 11 heures comme d'habitude et il s'intitule «Sécuriser son activité, protéger son poste de travail et éviter le phishing». Donc là, on va parler, des bonnes astuces pour, faire de l'informatique de façon sûre, éviter, les piratages, le hameçonnage et toutes ces choses-là. Donc ça sera le sujet, du mois prochain. Très Voilà. important. OK, ben, merci à tous pour votre participation. Merci Merci beaucoup. beaucoup à Emmanuel et Avec puis, plaisir. on vous dit à bientôt. Encore bonne journée. Au Bonne journée, à revoir. bientôt. Au revoir.